L'île de Kojé, en Corée du Sud. La ville tout entière est tournée vers Samsung Industries, le deuxième plus grand chantier naval du monde. Le Blue Marlin est bien arrivé dans le port de Kojé. Les responsables du chantier l'ont fait venir de l'autre bout du monde pour une opération très spéciale. Le chantier naval, c'est une ville dans la ville. Tous les matins, 30 000 employés débarquent dans cette usine géante où sont fabriqués 80 navires chaque année. Plus d'un cargo par semaine, c'est le royaume de la démesure. C'est une longue semaine qui attend Yuri Ivanov, le superintendant du Blue Marlin. Yuri vit en Lettonie. Il est venu spécialement en Corée du Sud pour superviser les opérations qui se préparent. Yuri connaît parfaitement le Blue Marlin. Il a été son capitaine durant 15 ans. Aujourd'hui, le Blue Marlin est considéré comme le plus grand bateau submersible au monde. Sa coque mesure 65 mètres de large et 216 mètres de long. Aucun autre bateau ne peut faire ce qu'il fait. On a fait le même genre de boulot il y a quelques années avec une autre plateforme et ça s'est plutôt bien passé. Bon, je pense que cette année, on a un peu le même genre de boulot, mais je le sens bien, ça va bien se passer. Allez, on y va? Tiens, voilà Monsieur Kim. Bonjour Monsieur Kim, vous allez bien? Ah, je suis très content de vous voir. Très bien, excellent. Allez au boulot maintenant. Revoici donc le Blue Marlin et sur le quai, sa cargaison. West Eminence est une plateforme pétrolière construite en moins de 2 ans par les ouvriers coréens du chantier. C'est le Blue Marlin qui doit mettre à l'eau cette plateforme pour la première fois. Le Blue Marlin est le plus gros navire submersible du monde, capable de transporter toutes sortes de cargaisons, les plus volumineuses et les plus lourdes, à travers tous les océans. Pour charger et décharger une cargaison en la faisant glisser sur le pont arrière, il suffit au Blue Marlin de s'enfoncer dans l'eau grâce à un simple système de ballast d'eau de mer, qui se remplissent et se vident en fonction du poids du chargement à transporter. Le chargement de la plateforme se prépare depuis des semaines. Il n'y a pas de place pour l'à peu près dans ce genre de boulot. La seule chose qui n'a pas été prévue, c'est la météo. Nous sommes au début de la période des pluies, grosse chaleur et humidité maximum. Mais les opérations doivent commencer coûte que coûte. Un retard dans la livraison se paye cher, des millions de dollars sont en jeu. Imperturbable, Monsieur Kim supervise le travail de ses ouvriers. Il pleut beaucoup, mais le travail continue, on doit respecter le planning du bateau et le programme de notre client. C'est très important. Les ouvriers installent les 300 câbles d'acier qui vont tirer la plateforme sur le bateau pour la faire glisser lentement du quai où elle a été construite vers le pont du Blue Marlin. Le chargement va durer 2 jours. Mark, l'Anglais qui a supervisé toute la construction de West Eminence, va inspecter sa plateforme de fond en comble. Tout va bien, Marc? Jusque-là, tout va bien. On cherche tout ce qu'on aurait pu laisser traîner et qui pourrait tomber pendant les manœuvres. Certaines pièces ici ont nécessité 20 mois de travail. C'est la dernière ligne droite, alors c'est pas le moment d'endommager quelque chose.
On n'est jamais trop prudent en effet quand on doit mettre à l'eau 30 000 tonnes d'acier, mais surtout plus de 520 millions de dollars, le prix de la plateforme. La plateforme West Eminence est posée sur le sol, au bord du quai. On peut voir en dessous l'énorme Blue Marlin et la plateforme. On a construit des rails à travers le pont du bateau. Et demain matin, de bonne heure, avec un système de vérin hydraulique, on va commencer à tirer lentement la plateforme à travers le quai, puis à travers le pont du Blue Marlin. Blue Marlin est unique au monde. Aucun bateau ne peut faire ce qu'il fait. C'est le seul bateau en tout cas qui convient à notre travail. L'inspection à bord de la plateforme n'a révélé aucun problème. Les ouvriers coréens vont pouvoir s'attaquer au chargement sur le bateau. Les 30 000 tonnes d'acier vont se mettre en mouvement. Les 300 câbles sont reliés à d'énormes vérins hydrauliques. Des premières minutes de traction dépend le succès de la manœuvre. C'est l'heure de vérité pour Mark et Yuri. Les masses sont énormes. Tout se joue pourtant au millimètre près. Ça bouge, Yuri? Oui, là, en fait, ça commence juste à bouger des deux côtés, de 15 mm. Ça va être impeccable. C'est une très bonne nouvelle. Au fur et à mesure de l'avancée de la plateforme, le bateau s'alourdit. Il doit donc s'alléger d'un poids équivalent. Yuri garde un œil sur la marée, une hauteur que le bateau doit compenser en permanence en vidant ou remplissant ses ballasts, les réservoirs d'eau du bateau. Ici, l'amplitude de marée est de 2,50 m. On doit rester à niveau en permanence quand on charge. Tout le temps du chargement, on doit compenser avec les ballasts pour que le bateau soit au même niveau que le quai. Là, par exemple, on mesure le niveau manuellement. C'est important car les prédictions de marée ne sont que des prédictions. À chaque fois, on mesure donc la hauteur toutes les 10 minutes pour ne surtout pas rater la marée. La plateforme avance de 6 mètres par heure. La manœuvre va durer toute la journée. Branle-bas à bord du Blue Marlin. Le bateau va appareiller dans quelques heures. Yuri vient d'être appelé. Il y a un problème d'amarrage sur West Eminence. Les ouvriers ont travaillé toute la nuit pour fixer la plateforme au bateau. Elle est posée sur de simples cales en bois, mais le travail ne convient pas à Mark, ni à Yuri. La cale que vous voyez là supporte toute la plateforme. Il ne faut pas qu'elle bouge du haut vers le bas, surtout quand on sera en mer. Et puis elle doit aussi empêcher l'effet de tangage sur le bateau. Il faut donc recommencer. Ça va prendre 1 minute. Il y a 4 positions à revoir. Si vous changez quelque chose, il faut nous en informer. Ne rien faire sans me le dire. Pas moins de 5 remorqueurs sont réquisitionnés pour la manœuvre de sortie du port de Kojé.
Avec son chargement, le Blue Marlin mesure près de 90 mètres de large. Pour le commandant Vladimir, la manœuvre n'est pas si simple. Entre les quais et les cargos, le pilote et le commandant du Blue Marlin ont intérêt à bien viser. Le bateau a juste la place de passer. Ce n'est pas très habituel ce qu'on est en train de faire. D'habitude, on sort en marche avant, mais on n'a pas le choix. Les remorqueurs n'ont pas assez de place pour tourner autour du bateau avec notre cargaison. Je ne pense jamais au prix très élevé de la plateforme, ni au prix du bateau. Avant tout, c'est le prix de la vie humaine qui m'importe. On est actuellement 50 à bord. C'est ça ma première préoccupation, avec la sécurité du bateau et de la cargaison aussi, bien sûr. Pour mettre la plateforme à l'eau, le commandant a choisi une baie abritée et profonde, non loin de Khodje. Les opérations de ballastage pour submerger le bateau ont commencé, mais Yuri a quelques inquiétudes. Les prévisions annoncent de la houle. Avec le capitaine, on est un peu inquiet. On va surveiller ça toute la nuit. Toute la nuit, le Blue Marlin va s'enfoncer doucement. Au petit matin, la mer est plate et le pont, 9 mètres sous la surface de la mer. La submersion du Blue Marlin a duré 13 heures et le bateau a changé d'allure. Pour l'instant, le Blue Marlin pèse 120 000 tonnes. Pour finir le ballastage, on va encore remplir 10 000 tonnes d'eau. Si on continue à pomper à cette vitesse, on aura fini dans 1 heure et on aura atteint la position finale de notre travail. Yuri est maintenant à bord de la plateforme. C'est lui qui va donner le feu vert. La tension est maximum. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kim. Bonne chance pour le remorquage. Mission accomplie pour l'équipage du Blue Marlin. L'opération s'est passée en douceur. Ah, ça va peut-être me prendre 1 jour ou 2 pour bien dormir. T'en rêves avant, tu rêves encore après. C'est une grosse émotion. Ouais, c'est une grosse émotion. Juste un gros soulagement. Merci en tout cas. Ok, c'est bon. La mission de Yuri en Corée s'achève. Dans 6 heures, le temps qu'il faut pour déballaster les réservoirs d'eau du bateau, le Blue Marlin aura retrouvé des lignes plus habituelles. Les nuits sont longues sur le fleuve Saint-Laurent. Nous sommes bien au printemps
mais la couche de glace reste dense, jusqu'à 80 cm d'épaisseur par endroit. Le Martha Black sillonne cette partie du fleuve entre la ville de Trois-Rivières et Montréal. Ce brise-glace de la garde côtière canadienne et sa cinquantaine de membres d'équipage vient de passer l'hiver à ouvrir la voie navigable et à escorter les cargos. Le danger, c'est si un morceau de glace de rivage qui se dégagerait et qui viendrait à l'intérieur du chenal, ça serait la problématique qu'on peut rencontrer. Étant donné qu'on a des journées qui sont de plus en plus chaudes, d'ailleurs, on nous annonce de la pluie demain, il y a des risques que le niveau d'eau augmente et qu'il se crée des fissures au niveau de la glace. Fait que dans les prochains jours, surtout qu'ils annoncent des vents d'environ 20 nœuds, on risque d'être occupé un peu plus dans les prochains jours. Pendant les grands froids de l'hiver, l'un des plus longs fleuves du monde est donc un territoire hostile. Mais pour d'autres, il n'est qu'un vaste terrain de jeu où l'on se mesure avec les éléments. Dans sa maison au bord du fleuve, Lynn White sacrifie au rituel matinal. Avec toute la neige qui est tombée cette nuit et vu les températures en baisse, cette commandante de la garde côtière de Trois-Rivières sait que sa journée risque d'être chargée. Son bosco Pierrot, lui, est déjà sur la route en direction du port de la ville, où un gros colis l'attend. Perchée sur un cargo, l'étrange machine arrive tout droit d'Angleterre où elle a été construite. Du sur-mesure pour les gardes-côtes canadiens. C'est pas un bateau. On est des marins, mais c'est pas un bateau. C'est une espèce d'hybride entre un avion et un bateau. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça rend des services extraordinaires. On va l'agrémenter à notre goût, on va la modifier à notre goût pour qu'elle soit agréable à travailler, qu'elle soit amicale avec nous autres, parce qu'elle va prendre une personnalité, ça va devenir une personne, cette machine-là. C'est impressionnant. On m'a dit tantôt, là, c'était fait en Angleterre, puis ça avait coûté 17 millions de dollars. Le gros insecte de métal fait ses premiers pas sur les glaces du Saint-Laurent. C'est un véhicule sur coussin d'air qui peut naviguer à plus de 50 nœuds. Il en existe moins d'une dizaine d'exemplaires dans le monde. Un peu plus tard, à la base de Trois-Rivières, Pierrot a rejoint son équipage sur le vieux Wabanaki. Alors qu'il veille à la manœuvre, Lynn White est aux commandes. Le pilotage d'un tel engin est loin d'être aisé. C'est un peu comme conduire une voiture à pleine vitesse sur une patinoire. En glissant, le Wabanaki forme une vague. Et cette vague va déformer puis briser la couche de glace. On essaie de pousser la vague
latéralement afin d'accroître la largeur du champ de glace qu'on peut casser. Puis la glace étant pas flexible, elle casse. Donc, dépendamment de la grosseur de la vague qu'on peut générer, c'est là que ça dépend l'épaisseur de glace qu'on peut casser avec la vague. Les mois d'été, les aéroglisseurs sont spécialisés dans le sauvetage car ils peuvent se déplacer dans les eaux peu profondes. Pendant l'hiver, leur principale mission est de décrocher la glace des berges du Saint-Laurent pour qu'elle s'évacue vers l'océan avec le courant. Les aéroglisseurs au niveau de la garde côtière sont tous nommés avec des noms indiens. Vous avez le Wabanaki, qui est le peuple du soleil levant, comme je disais. Vous avez le Sipoumoune, qui est l'ours des rivières. Et vous allez avoir le Mamilosa, qui veut dire qu'il passe de l'eau à la berge sur l'eau. Ou l'inverse, il va falloir qu'on vérifie. On est en voiture. Le point magique de cet engin-là, c'est qu'il n'y a pas de tirant d'eau. Donc, on va dans des endroits où même une petite chaloupe ne va pas. J'avais un bon ami à Tadoussac qui était venu en éruption avec nous autres, qui disait « J'ai été élevé ici et je vois des endroits que j'ai jamais vus parce qu'on ne pouvait pas venir. C'était trop dangereux avec les marées. » À quelques kilomètres de là, le Martha Black fait route. À cette époque de l'année, la plupart des brise-glaces canadiens font partie du dispositif de déglaçage du fleuve. Il est 9 h du matin, une femme quitte sa petite cabine sur ordre du commandant. Mireille Sanson est la première et l'unique femme pilote d'hélicoptère de la garde côtière canadienne. Alors, il y a beaucoup de glace qui se libèrent là, du lac, puis ils ont peur que ça bloque au pont. Alors, c'est pour ça qu'on va aller faire une vérification sur le lac Saint-Pierre, puis de voir là, si ça circule bien, dans la voie navigable. Lorsqu'elle part en mission de reconnaissance, Mireille est toujours accompagnée d'une observatrice des glaces, Lucie. 2 fois par jour, elle survole les zones critiques du Saint-Laurent. L'hélicoptère est le premier maillon de la chaîne du déglaçage. Les 2 femmes savent lire l'état de la glace d'après sa couleur. Elles scrutent les fissures et surtout préviennent les autorités dès qu'elles aperçoivent une plaque de glace à la dérive. Mireille est en contact permanent avec le Bureau des glaces situé sur les rives de la ville de Québec. Bien que recouvert de glace de décembre à avril, le Saint-Laurent demeure accessible toute l'année. 20 000 mouvements de navires y sont enregistrés. Ces hommes sont pour la plupart d'anciens commandants de brise-glace. Ils gèrent tout le trafic maritime et fluvial du Québec. Une possibilité de changement de route, là, faire passer la route un petit peu plus au nord. Éventuellement. Ouais. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est la circulation. La glace, il faut que ça bouge. Là. Ça veut dire qu'il faut que ça bouge avec le courant. Ça veut dire, à ce moment-là, de s'assurer que la glace circule librement dans le channel. Parce que si on a un arrêt de glace, à ce moment-là, on fait un genre de barrage, puis les niveaux d'eau montent. Puis à ce moment-là, on peut avoir des inondations dans les riverains des villes, etc., etc. C'est ça le plus critique dans le secteur-là. 130 km en amont du fleuve, à Trois-Rivières, Mireille se pose sur la base des aéroglisseurs. Le déglaçage du lac Saint-Pierre va commencer dans quelques minutes. Bonjour Mireille, ça va bien? Oui, très bien, toi? Ça va? Oui. L'aéroglisseur, quand ça casse tous les morceaux de glace du haut des airs, on voit que c'est comme un casse-tête. Là. Alors, il y a des milliers de morceaux là, qui se promènent. Alors, si on rejoignait tout ça, là, ça ferait comme un couvert de glace. Alors, c'est très beau à voir. Ça va être des conditions quand même assez précaires là, à surveiller là, parce que
Des fois, il y a des dangers. S'il y a des trop gros morceaux de glace qui ne sont pas assez cassés, nous, on les rapporte, puis l'aéroglisseur retourne les briser en plus petits morceaux. Cette partie du fleuve Saint-Laurent est particulièrement sensible à cause de la présence d'un pont. Lorsque tu es au contrôle de l'aéroglisseur, il faut que tu sois conscient de tout ce qui est alentour. Trafic, les glaces, les vents, des gens sur la glace, parce qu'ici, ça peut arriver qu'un skidoo vienne voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est pas une très bonne idée, mais ça arrive. Donc, il faut être conscient de tout ce qui se passe alentour. Pendant des heures, les équipages des aéroglisseurs labourent les 300 km² du lac Saint-Pierre. Lors de ces opérations de déglaçage, l'équipage du Wabanaki se contente souvent d'un déjeuner rapide. Tu t'es trompé, hein? On n'en cause pas d'autres parce que... Viens, ben, encore de la haute gastronomie. Regarde dans ton bol, on va regarder la ligne. Sur un pont de bateau militaire, tu vas avoir 12 officiers, un commandant, 3 sous-commandants. Quand on est 6 ici pour manger, on est vraiment proches les uns des autres. On ne peut pas jouer à... On s'adresse pas au commandant, puis le commandant a sa cabine, sa salle à dîner, puis il n'y a pas de ça ici. Mais Lynn, c'est quand même le commandant, Lynn. Lynn, c'est le commandant, puis on sait que c'est le commandant. Elle est comment, Lynn, en tant que commandante? Elle est plutôt sévère Elle me surveille. Non, mais c'est une personne qui est humaine. C'est une des premières... une des choses les plus importantes. Être marin, c'est être humain aussi. C'est le commandant qui décide, c'est le commandant qui décide. Mais c'est pas mettre après Dieu, surtout quand tu crois pas en Dieu. OK, puis, hey, j'ai pas dire, je prends du fioul? Oui, on va prendre du fioul, parce qu'on va la rentrer dans le garage, la cocotte. Ah, pas vrai, la cocotte rentre à soir? Ouais. Bon, OK, moi je suis pas parti de ça, puis je le tiens quand même. Ben, de toute façon, je vais t'appeler d'avance, parce que Après 20 années de service, le vieux Wabanaki vient d'effectuer sa dernière mission sur les glaces du Saint-Laurent. Petit pincement au cœur ce soir pour la commandante Lynn White. c'est mon premier aéroglisseur. J'ai appris, je me suis fait les dents à bord. Donc c'est certain que ça va faire un petit peu de peine de le voir partir. C'est un appareil qui est assez vieillot, mais c'est un bon cheval de travail. Et puis, avec un petit peu d'entretien, il va encore servir plusieurs années, je suis certaine. Dans quelques semaines, le Wabanaki quittera le fleuve Saint-Laurent pour une destination lointaine. Avec un nouvel équipage, il devrait poursuivre ses missions de sauvetage et finir ses vieux jours dans les marécages de l'océan Indien.